Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes. Au cœur des Hautes-Alpes, le lac de Serponçon. C'est la plus grande retenue d'eau d'Europe. Cet immense lac a transformé le cours de l'affluent le plus fougueux du Rhône, la Durance. Longue de plus de 300 km, cette rivière alpine traverse la forêt de Boscodon, classée forêt d'exception. Une remarquable sapinière de 850 hectares. Elle cache un véritable trésor. Une orchidée sauvage. C'est le sabot de Vénus. Cypripedium calceolus. Le sabot de Vénus évoque la forme d'une chaussure, ce qui lui a donné son nom. Il n'y a qu'à regarder la beauté de cette fleur. Et bon, c'est vrai que c'est une orchidée à l'état sauvage qui est magnifique, quoi. On dirait un petit sabot. Et donc ça sert à la fécondation. Donc il y a un insecte qui rentre, qui se fait plus ou moins piéger et qui pollinise le sabot. Cette orchidée sauvage pousse jusqu'à 1600 mètres d'altitude, entre ombre et lumière. Une plante très rare qui appartient au patrimoine alpin. Le sabot de Vénus, ici sur la forêt de Boscodon, fait partie des espèces emblématiques du site. C'est une espèce très remarquable. Elle peut être abondante par endroits, ce qui fait qu'effectivement les gens peuvent se dire il y en a beaucoup, je vais les ramasser, mais il ne faut absolument pas. D'une part parce que c'est interdit, c'est une plante protégée au niveau national, et d'autre part parce que c'est une plante qui est très fragile, fragile au piétinement, fragile au ramassage, avec une reproduction qui est fragile. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. Le sabot de Vénus est une espèce dont il est primordial de suivre l'évolution. 24, 25. Chaque année, les agents de l'ONF recensent les parcelles où elle fleurit et procèdent à son inventaire. Okay. Nombre de pieds, 35. 35. Cette année, plus de 10 000 pieds de sabot de Vénus ont été dénombrés. Un chiffre en constante augmentation. Elle revient chaque année, et ça fait des centaines d'années qu'elle doit être là, donc elle doit être bien. Aujourd'hui, la forêt de Boscodon abrite l'une des plus belles populations de France. Ce matin, un drôle d'événement se prépare sur les rives de la Durance. Recule encore un peu, là, stop. Voilà. Denis Furestier est un ancien guide de haute montagne. Comme chaque année, il veut descendre la Durance sur ses énormes radeaux. Dans 4 jours, nos passionnés vont s'élancer à l'assaut de la rivière, comme le faisaient autrefois les marchands qui livraient le bois de la région aux grandes villes de la Méditerranée. Le bois était ici, il fallait le descendre 200 km plus bas, et ben voilà, ils utilisaient la rivière pour descendre la marchandise, tout simplement. Il n'y avait pas de voie terrestre. Donc la voie terrestre, c'était la rivière. Alors finalement, c'est devenu tout naturellement cette espèce de route qui marche, comme on dit. Cette route, c'est la Durance. Jusqu'au 19e siècle, c'était le seul moyen de transporter les essences précieuses de la forêt de Boscodon. Sapin, épicéa, pin et surtout, le plus recherché d'entre tous, le mélèze. Un matériau de choix pour les chantiers navals et les charpentes d'Arles, Marseille ou Avignon. Pour aller vers la Méditerranée, les marchands de bois se servaient de la puissance de la Durance. Leur technique était ingénieuse, construire des radeaux avec les troncs d'arbres qu'ils devaient vendre. Ces hommes, on les appelait les radeliers.
Au péril de leur vie, ils ont assuré cette mission de première importance avant de sombrer dans l'oubli. Aujourd'hui, Denis et ses amis font revivre leur histoire. T'as trouvé des mots par là, Denis, là, c'est bon? Là, magnifique pour gagner du temps sur les montagnes de rame. Ouais. Là, quand il y a d'un million... Comme les râteliers d'autrefois, ils utilisent les ressources naturelles de la forêt pour assembler leurs radeaux. Dans ces taillis, ils sont venus chercher un élément indispensable pour réaliser des cordages ultra résistants. Les liens de noisetier, chez nous, là, dans les Alpes du Sud, c'est la base du montage. C'est le plus important. Si les liens sont solides, le radeau il est solide. Voilà. Si les liens sont mal coupés à la mauvaise lune, s'ils sont mal travaillés, eh bien, le radeau il n'est pas solide forcément parce que s'il y a un choc, ils vont casser, ils vont se rompre. Donc le choix des liens, ça semble tout bête, mais en fait c'est important. On charge et on y va. Pour construire leur radeau, aucun matériau moderne n'est utilisé. Ni clous, ni colle, ni corde. Les outils sont ceux d'autrefois. L'occasion de redécouvrir l'ingéniosité des anciens. C'est bon. Ils savaient comment transformer ces branches de noisetier en liens solides. Toutes les fibres de bois, on les sépare. On les voit assez bien de proche, là. On voit que... Voilà. Ça s'écarte. Et le fait de les séparer, ça les assouplit. Si on prend la branche sans les séparer, on la casse en deux comme ceci. Et si on sépare les fibres, ça va faire une souplesse. Vous voyez, hop, ça sort. Et voilà. Cette opération consiste à casser le nerf d'un lien végétal pour l'assouplir. Vous savez, c'est une corde. Tout est bon. On la met dans la flotte et c'est parti. Oh! C'est excitant parce que du coup, nous on est motivés par le fait de construire son propre radeau avec du matériel naturel, quoi, des matériaux de la nature. Et puis ensuite, on va naviguer dessus, on va descendre la Durance sur des rapides. Et là, ça commence à faire battre un peu le cœur, quoi. Elle va aller à l'eau, celle-là. Les râteliers ont disparu à la fin du 19e siècle avec l'avènement du chemin de fer. Il n'existe aucun témoignage écrit sur les méthodes de construction qu'ils utilisaient. Denis et ses amis ont tâtonné pendant 25 ans avant de mettre au point leur propre technique. Il y est le trait, là. Le trait, tu le feras là. C'est pour refaire un peu le geste de mes aïeux, surtout. Hein. Comme mon arrière-grand-père descendait de la Durance. Lui, c'est pour son travail. Et nous, c'est pour se régaler, pour s'amuser. Donc on peut comprendre la difficulté de ces gens-là et chapeau bas et respect à toute la famille, quoi. Le lendemain, c'est le grand jour. Dans quelques minutes, 21 bénévoles vont s'élancer à l'assaut du plus grand torrent des Alpes. Mettez-vous tous là, oh! Vite dans l'eau, là! Quatre hommes à l'avant, 2 à l'arrière, un chef au milieu et des rames qui servent de gouvernail. Encore faut-il savoir se servir de la force du courant. Denis est inquiet. Le plus petit équipage a du mal à contrôler son radeau. Rame bien dans le courant, comme ça, voilà, très bien. Non, pas comme ça, voilà, ouais, comme ça. Vas-y, Claude. Lève ta rame, voilà, comme ça. Tire un peu ta rame, Claude. François, la rame, elle est trop à l'avant. Tire-la. Voilà, ouais, comme ça. Il faut absolument qu'ils arrivent à se mettre dans le courant, sinon ils ne peuvent pas sortir. L'eau qui remonte est très puissante, là. Allez, Claude, encore un peu. François, aide-le, Claude. Sous les encouragements de Denis et ceux du public, les radeaux quittent enfin la rive. Allez, Guy. Allez, Guy. Pendant 2 heures, nos passionnés vont naviguer sur les traces des râteliers de la Durance. Allez, envoyez tout
Autrefois, ces marchands de bois poursuivaient leur périple pendant plusieurs jours jusqu'à la ville d'Arles. Un voyage périlleux de près de 300 km. Voilà. Allez devant. Allez, tout à droite, tout à droite. Allez, allez. Un véritable exploit pour Denis et ses amis, dont la descente va prendre fin au lac de Serponçon. À des kilomètres de là, le jour se lève sur la campagne. Nous sommes dans la Dombes, à 20 km au nord-est de Lyon. On peut jeter des trucs dans un... Ah, jetez. Ah, d'accord. Aujourd'hui, Maurice Benmergui va vivre une nouvelle expérience. Ouais. Maurice travaille pour l'Office national de la chasse. Nous sommes entre la Bourgogne et les Alpes. En principe, on doit avoir quasiment le Mont Blanc qui doit être caché. Alors le Mont Blanc... Mais Ah si, on le voit là-bas. il est là. Si, on le voit. C'est On le lui, voit. ouais, c'est lui. Ici, depuis un millénaire, chaque étang porte le même nom. Donc l'étang de Chassagne, là, on va passer au-dessus. Le grand étang de Chassagne. Hein. Alors l'étang Bochereau. Bochereau, ouais. Et on va passer la Culatte. Étang neuf. On l'appelle la région aux 1000 étangs. Un paradis pour les oiseaux qui passionne Maurice depuis 35 ans. Je l'ai tellement survolé simplement en regardant des cartographies, en apprenant presque tous les noms des étangs de ces étangs en Dombes, là, qu'aujourd'hui, les voir en vrai, en 3D, en prenant le temps de les voir, oui, pour moi, c'est une super découverte. Là d'où on est, on a toute la Dombe à nos pieds. Et avec le contre-jour, là, on a vraiment cette sensation de miroir. Depuis le Rhône, il faut remonter l'Ain pour découvrir cette région secrète et méconnue. Ce territoire unique est l'une des plus grandes réserves biologiques d'Europe pour la reproduction des oiseaux migrateurs. Chaque printemps, plus de 250 espèces viennent s'y réfugier. Une période attendue avec impatience par Maurice et son équipe. Wow. Incroyable. Ce matin, ils organisent une journée de comptage sur l'un des étangs les plus riches de la Dombe. Vous avez autre chose que du milouin? Vous m'avez dit une nichenette rousse, il y a autre chose, non? Essentiellement milouin. Maurice, Romain et Stéphanie recensent une espèce habituée des lieux. Je suis en train de compter les guiffettes, les nids. Donc là, j'ai un Oui, il y a nid des avec un jeune et 2 œufs. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nichés. Donc là, on compte les guiffettes, les nids et les jeunes qu'il y a au nid pour voir un petit peu combien il reste de colonies en Dombe, combien il y a de couples, et un petit peu voir si le succès de reproduction est bon ou pas, quoi. Okay. Là, tu vois, je retombe sur 92 nids. Tu notes, Stéphanie? Ouais. Je retombe sur 92 nids et 119 adultes.
La guifette est un oiseau migrateur, rare et protégé. Chaque printemps, il remonte du sud du Sahara pour venir nicher sur ces étangs. C'est véritablement une espèce emblématique de la Dombe parce que elle est un total indicateur de la qualité des milieux. C'est un oiseau qui va nicher sur des herbiers végétaux flottants du centre de l'étang. Et elles vont démontrer ainsi la bonne santé de l'eau de l'étang en règle générale. Ces étangs constituent des niches écologiques de première importance. Pour Maurice, ils sont la grande richesse de la région. Voici un potamo, donc une des espèces à feuilles étroites. Ce sont des herbiers aquatiques qui restent totalement immergés. Vous voyez ? Ces plantes vont nourrir les poissons qui vont être élevés dans ces étangs. Les canards, les anatidés, la plupart des oiseaux qui vivent sur l'étang vont à un moment donné trouver quelque chose à faire avec ces plantes, notamment les manger ou à manger les larves, les invertébrés qu'elles contiennent. Donc oui, c'est un étang qui est excellent pour la vie sauvage en règle générale. Un herbier aquatique, c'est un peu comme une prairie sous-marine. On y trouve une flore étonnante. Châtaignes d'eau, lentilles, carottes aquatiques. Ils profitent aux oiseaux comme aux poissons. Autre habituée des lieux, la cigogne blanche. Il y a 15 ans, elle était elle aussi sous la surveillance de l'Office de la chasse. Cet animal casanier construit un grand nid de branches qu'il utilise pendant plusieurs années. En Dombe, agriculture et cigogne font bon ménage, car cet oiseau aime nicher près des fermes. Avec la masse, oui, ça s'est tordu en tombant. Quand même. Ce matin, Maurice et Romain ont rendez-vous chez Michel Damian pour un sauvetage très original. Donc voilà, tout ce qu'elles avaient. Sur cette plateforme, ils vont faire un nid pour encourager l'installation des cigognes. C'est un oiseau qui a une grosse cote de sympathie et qui permet de favoriser le lien entre le grand public, on va dire, et les oiseaux. Donc c'est pour ça qu'on avait favorisé leur implantation en Dombe. Dans les années 90, il ne restait que 3 couples de cigognes en Dombe. Pour favoriser leur retour, l'Office de la chasse avait installé 16 plateformes métalliques comme celle-ci. Nous, on va ramener quelques centaines de grammes de matériel, vont ramener 200 kilos dessus, en quelques années. 200 kilos. Sur plusieurs années, ça peut atteindre entre 150 et 300 kilos. Ouais. Depuis le temps, Maurice et Romain sont devenus des experts. Au printemps, vous les reverrez, je vous assure qu'elles vont se reposer chez vous et qu'elles vont tester le nid. Ça, je peux vous le garantir. Qu'elles y restent, je ne sais pas encore, mais elles vont se poser chez vous. Donc là, on met de la peinture pour simuler des fientes, pour attirer encore un peu plus les cigognes, leur montrer que le nid a déjà été utilisé. C'est une chance qu'on se met, on met une chance de plus de notre côté pour espérer qu'ils utilisent la nouvelle plateforme. Voilà, allez, levez, non. Voilà. J'ai l'impression de participer à la conservation du patrimoine dombiste, tout à fait, parce que je pense que les cigognes, elles font partie du patrimoine aujourd'hui. C'est quelque chose de... c'est magnifique, quoi. Les touristes se régalent, nous, on est là tous les jours et on se régale aussi, donc super. Vraiment, là, moi, ça me fait plaisir qu'on ait pu remonter ça aujourd'hui. Mais la Dombe n'est pas seulement le refuge des oiseaux migrateurs. C'est aussi la première région piscicole en eau douce de France. Dès le Moyen-Âge, les moines ont aidé la population à creuser ces étangs. En témoigne l'abbaye de Notre-Dame des Dombes. Les moines ont aussi imaginé un ingénieux système hydraulique
pour que les 1400 étangs de la Dombe puissent se remplir et se vider les uns dans les autres. Marc de Clavière se bat pour que cette activité millénaire perdure. Donc voilà le mécanisme typique de la Dombe qu'on appelle le tout. Donc c'est ce qui nous donne la possibilité de réguler, de fermer et d'ouvrir et de préparer en fait la vidange de l'étang. Donc celui-là, ce sont, vous voyez, les de 1907. Donc c'est un tout quand même assez ancien et qui nous donne la possibilité de fermer, d'ouvrir et de réguler la totalité des niveaux d'eau. On va laisser descendre tout doucement le tout pour le fermer définitivement jusqu'à la pêche. Terminé. Pendant 3 semaines, l'étang du Grand Birieux va peu à peu se vider. L'automne est arrivé et avec lui une tradition millénaire de pêche en eau douce. Ce matin, les pisciculteurs tendent leurs immenses filets. Les poissons sont au rendez-vous, mais personne ne sait s'il y en aura beaucoup. Laurent, on coupe devant l'aérateur. On coupe devant l'aérateur. Pour ces pêcheurs professionnels, le poisson est la première source de revenus. Pour moi, c'est aussi une journée assez importante, parce que ça fait exactement 1 an qu'on attendait ce moment-là, donc on espère qu'on va faire une bonne pêche. On a quelques indices, si vous voulez. Je sais que le fond n'est pas vert de l'étang, vous voyez, que plein de petites gamelles des trous ont été formées par les poissons, donc on a quand même un espoir d'avoir une pêche de qualité aujourd'hui. Elles sont en bas, Philippe, elles sont en bas. Robert, tu nous dis ? Robert, tu nous dis, à toi ? On continue ? Durant cette pêche, Robert joue un rôle essentiel. C'est lui le responsable du tri. Il est capable de sélectionner les poissons espèce par espèce, à l'aveugle. Robert, tu m'annonces au fur et à mesure ce qu'il y a ? Comme dans tout milieu, il y a des poissons qui sont dominants, qui vont prendre la place, qui vont être dessus. Et les poissons vont se positionner par couche dans ce filet. Donc mon pêcheur, qui lui a bien l'habitude, va commencer, vous allez voir, à prendre surtout des carnassiers qui sont en surface. Et petit à petit, il va descendre au fond du filet pour trouver d'autres races de poissons. On continue ce que certainement que les anciens ont fait, quoi. Mais ça s'est modernisé quand même, les pêches. Il y a juste une chose qui s'est pas modernisée. Il faut toujours trier le poisson. Il n'y a pas une machine qui peut remplacer l'être humain. Triés par espèce, les poissons partent aussitôt à la pesée. Il faut faire vite, car le poisson doit rester vivant. Il ne doit jamais souffrir du manque d'eau. La Dombe alimente les marchés français et étrangers en brochets, tanches et gardons. Mais la reine des étangs ici, c'est la carpe, qu'on déguste jusqu'en Israël. Là, vous avez un poisson qui est une carpe. En fait, c'est une carpe koi. Vous voyez la beauté de... Donc d'origine, c'est des petits poissons qu'on met un peu dans les aquariums. Et là, vous avez un spécimen qui traîne un petit peu dans quelques étangs ici. Ce matin-là, plus de 4 tonnes de poissons ont été pêchés. Grâce au savoir-faire de Robert, il ne reste à la fin que les plus petits. Ceux-là sont relâchés. Ça, c'est pour l'année prochaine. Nous quittons la Dombe pour retrouver le Rhône. Direction Orange, où un passionné d'un autre genre va nous faire partager une vision tout à fait inédite du fleuve. La trapette,
Le crochet, c'est bon. Maman, frisson, donne-moi. Olivier Pallier est pilote de chasse dans l'armée de l'air. Les couches limites. Depuis plus de 20 ans, il fait partie du corps très restreint des pilotes d'élite. Extra d'eau, pas de chute au cerveau, c'est bon. J'avais 3 ans. Je dessinais déjà des avions. Et à l'âge de 8 ans, j'ai économisé des sous. Et à 18 ans, je me suis payé mon brevet. Et puis après, j'en ai fait mon métier. Après, le chemin était long, dur, beaucoup de travail. Et puis voilà, maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'armée de l'air et que je suis très fier de piloter cet engin. Comme chaque jour, Olivier démarre sa séance d'entraînement. Il enchaîne missions et heures de vol sur un appareil mythique, le Mirage 2000. Et pour ces pilotes, capables de voler à près de 2500 km/h, le Rhône apporte de précieuses indications. On va en 2000 pieds, 995 en réduction. Juste après quelques secondes de montée, ben voilà, on peut voir l'étendue de la vallée du Rhône. Les temps de vol sont très très courts, donc on voit beaucoup de paysages en très peu de temps. Le Rhône, c'est un repère pour les pilotes. On le voit de différentes manières. On le voit en basse altitude lorsqu'on décolle de la piste d'Orange, donc on le voit assez gros. On peut voir les différentes méandres de la rivière. On peut voir l'état de l'eau, la couleur, s'il y a des crues, s'il n'y a pas de crues. Donc les couleurs changent. Quand il y a du vent, on voit des choses différentes aussi sur l'eau. Quand on va à Cap 120, arrivant 5000 pieds, 995. Et on va faire un tonneau. Top. Et lorsqu'on monte très très haut, encore plus haut que les avions de ligne, on peut voir l'ensemble du Rhône, de Lyon pratiquement jusqu'à son embouchure. Et là, il paraît petit, mais il paraît à la fois grand, puisqu'on le voit sur des kilomètres et des kilomètres. Donc voilà, vu d'en haut, le Rhône. On est au-dessus de tout le monde, on est les plus grands et on voit tout ce paysage qui défile devant nos yeux. 45 degrés en descente. Que ce soit dans les airs ou sur terre, le Rhône fait complètement partie de la vie d'Olivier. Direction Beaucaire, près d'Orange. C'est dans le port fluvial qu'Olivier a élu domicile. Lorsqu'il rentre de vol, il retrouve sa femme Natacha et leur fils Mathis sur leur péniche. Et bonjour. Bonjour mon titi. Bonjour mon chaton. Ça va? Ça va tourner? Il y a 6 ans, Olivier et Natacha ont eu un coup de cœur pour le Vixit, le plus vieux bateau coque-fer encore en navigation en France. Le vol, c'était bien? Ouais, super comme d'hab. Construite en 1862, cette péniche a traversé 3 guerres et connu la plupart des innovations qui ont changé le monde. C'est un bateau qui a une histoire fantastique puisqu'il a coulé 3 fois, dont une fois sabordé dans la Première Guerre mondiale. Il est resté 5 ans au fond de l'eau, à Fos-sur-Mer, pas très loin d'ici. Il avait été sabordé pour empêcher les ennemis de passer sur ce canal. À l'époque, il a été renfloué dans les années 45. Et la dernière fois qu'il a coulé, il a été rebaptisé Vixit, ce qui veut dire en latin « il a vécu », puisque déjà à l'époque, il était très ancien. Après le Vixit, Natacha et Olivier ont investi une autre péniche historique. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Hélios se trouve sur le quai d'en face. C'est ici que Natacha a créé une activité de chambre d'hôte. On va s'installer pour le petit déjeuner.
En 1924, cette péniche assurait le transport de blocs de béton dans la région d'Amsterdam. Elle a récemment été transformée en habitation. Alors ça, c'est la cabine du capitaine. C'est un petit peu, c'est vraiment l'endroit le plus insolite du bateau parce que c'est l'ancien logement du marinier. Donc c'est une chambre qui est un petit peu cachée, dont l'accès est caché. Elle se trouve à l'arrière du bateau et on y accède par ce petit endroit, donc qui paraît fermé. L'entrée paraît fermée comme une petite boîte. Donc si on l'ouvre, hein, on découvre derrière ces 3 parois de bois un petit escalier, donc assez pentu, pas très large, qui en fait permet d'accéder à la cabine. Alors sa particularité, c'est qu'il faut descendre à reculons, sans relever la tête trop tôt parce que la descente est un petit peu étroite et basse. Grâce à cette activité de chambre d'hôte, Natacha et Olivier ont tissé des liens très forts dans le port. Car Beaucaire possède 2 routes fluviales. D'un côté, le Rhône. De l'autre, un canal qui va jusqu'à Sète. Creusé au début du 19e siècle, il relie le Rhône au canal du Midi. Aujourd'hui, le port de Beaucaire accueille des plaisanciers venus du monde entier. C'est avec ces usagers du port qu'Olivier a créé une association pour préserver ce lieu de vie authentique. Ce matin, grande opération de nettoyage. À pied le long des quais ou en bateau, tout le monde a répondu présent. Alors voilà le genre de choses qu'on peut retrouver dans l'eau. Malheureusement, c'est bloqué, on ne peut plus l'enlever. Alors parfois, ce sont des télés. Là, c'est une ponceuse a priori. Et puis regardez à côté. Voilà. Voilà le genre de choses que des fois les gens viennent jeter au pied de nos bateaux. Faut pas jeter les trucs dans l'eau. Je vous propose d'aller un peu plus loin. Dans le tronc, il y a de quoi faire. Pourquoi vous participez à une opération comme ça? Parce que nous sommes des défenseurs de la nature, nous vivons sur l'eau et nous avons envie que notre lieu de vie soit propre. Puis, c'est par conviction aussi, hein, nous respectons et les lieux et la nature. C'est joli ça. Ouais, là, il y en a beaucoup. Ouais, c'est un coin vraiment plus agréable. Oh, c'est incroyable. Réellement, quoi. Et ça, on fait ça au quotidien, dans tous les cas. Sur nos bateaux, on ramasse les détritus tous les matins. Avec une épuisette. L'épuisette est toujours prête à... Sur le quai et dans le canal. Sur le quai, oui, dans le canal, oui. Il y a de quoi faire. Ce port de plaisance était autrefois dédié au commerce. Pendant des siècles, Beaucaire a accueilli chaque année la Foire de la Madeleine, un événement de renommée internationale. Tous les étés, des marchands venus de l'Europe entière s'installaient au pied du château. Pendant 8 jours, des centaines de milliers de personnes faisaient commerce sur les berges du Rhône. Au XVIIIe siècle, à l'âge d'or de la foire, les riches marchands édifient de magnifiques demeures dans le centre historique. C'est à l'une d'entre elles que Véronique Martin s'intéresse aujourd'hui. Elle est spécialiste du patrimoine pour la ville de Beaucaire. Avec Patrick Gantz, photographe, elle prépare une brochure sur ces hôtels particuliers. Construit en 1675, l'hôtel des Margaliers possède une riche façade sculptée. Ces têtes sculptées, ce sont des mascarons. On est parti des plus jeunes et plus on va vers l'ouest, le soleil va se coucher et ça va annoncer la mort
et les gens vieillissent tout doucement. Et ça se reflète à travers la sculpture. On a la même chose à l'étage, mais là, ce ne sont que des dames. Les dames s'occupent de l'étage noble, de le faire entretenir, de préparer les repas, etc. Donc c'est leur niveau. Et pareil, on ira des plus jeunes aux dames un peu plus âgées. À l'occasion de la foire de la Madeleine, les propriétaires de ces hôtels particuliers proposent gîtes et couverts aux visiteurs venus de toute l'Europe. C'est bon ? Derrière la façade, une autre surprise attend Véronique. Un escalier d'honneur monumental. On fait toute une série de photos pour inventorier tout le patrimoine qui est lié à la foire de Beaucaire, parce que cette architecture édilitaire est due à tout l'argent qu'on a engrangé pendant le commerce du mois de juillet. Et on a besoin pour nos visiteurs de montrer tous ces aspects qui ne sont pas forcément visibles tous les jours, mais qui sont relativement remarquables. Donc on se constitue une photothèque qui est utilisée ensuite pour le diffuser au public. Mais de ce riche patrimoine, il reste peu de traces aujourd'hui. Car la plupart de ces demeures prestigieuses ont été modifiées ou transformées en appartements. Certaines, heureusement, ont été préservées, mais elles ne sont pas visitables. Quand on a la chance, des fois, d'avoir des clés, de pouvoir entrer dans les immeubles, c'est l'idéal. Et cette fois-ci, j'ai pu obtenir les clés de cette maison. Mais bon, c'est une découverte. On n'est jamais rentré. On a eu contact avec le propriétaire, mais je ne sais pas ce qu'on va voir à l'intérieur. Voilà. L'hôtel de Roi-Saint-Michel a été construit à la place d'une ancienne teinturerie. Ah oui. C'est une belle surprise. Et donc c'est là que tu veux que je vienne faire des photos. Il appartient à une famille parisienne qui ne l'a jamais modifié ni réaménagé depuis le XVIIIe siècle. C'est surprenant quand même. Rares aujourd'hui sont les immeubles qui ont gardé tout leur volume, toute leur hauteur et même le mobilier d'époque. Donc du coup, c'est très intéressant pour nous puisqu'on va pouvoir un petit peu inventorier ces intérieurs, les cheminées, tout le décor et l'architecture. C'est la première fois à Beaucaire que j'en découvre un comme ça, donc ça doit être le seul certainement qui soit resté intact. C'est surtout cette cheminée qui intéresse Véronique, parce qu'elle illustre les riches heures de la foire de la Madeleine. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Oui, on a tous les détails qu'il faut. Ouais. C'est parfait. Il faut savoir que ces maisons étaient entièrement louées au moment de la foire. On accueille jusqu'à 100 000 personnes par jour au moment du grand marché. Et il y a une demande de location qui est énorme. Et toutes ces cheminées vont servir à cuisiner, puisqu'on va pouvoir loger peut-être dans des pièces comme celle-là 15, 20 personnes qui vont parfois dormir à même le sol et qui feront leur petite soupe là dans ces cheminées. Prochainement paraîtra le premier guide des hôtels particuliers de la foire de la Madeleine. L'hôtel de Roi-Saint-Michel y figurera certainement en bonne place. C'est bon, tu l'as là? Ça va, tu as une belle lumière? Ouais, elle est magnifique. C'est bon. Vas-y, donne du loup. C'est bon. 3 jours plus tard. Et voilà. Et là, ça vient. Nous retrouvons Natacha et Olivier à bord de leur péniche historique. Là, le bateau fait quasiment 40 mètres avec le gouvernail. Voilà, c'est parti. J'adore les machines. C'est un plaisir énorme de pouvoir bouger un bateau qui fait 180 tonnes comme celui-ci, ou dans un avion, peu importe la vitesse. J'ai un petit peu essayé tous les moyens de locomotion. Et puis avec humour, j'ai l'habitude de dire que j'ai jamais les pieds sur terre en fait. Parce que à la fois je suis sur l'eau, dans les airs, et voilà, c'est ma vie. Natacha et Olivier ont décidé de fêter les 150 ans du Vixit. Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, ils ont imaginé une fête réunissant plusieurs associations à Avignon. Un voyage d'une journée qui démarre par la traversée du Rhône sauvage
qu'on appelle ici le Petit Rhône. J'adore, ça fait un peu Amazonie. Il n'y a que nous, on est seuls au monde. Oui, le paysage est très différent du Rhône vif. Là, on a vraiment la nature et que la nature. C'est vraiment sauvage. C'est un peu plus difficile pour y naviguer parce que, vous le voyez, il y a des écueils un petit peu de chaque côté. Mais ça reste très agréable. Après une vingtaine de kilomètres sur le Rhône sauvage, le Vixit navigue désormais sur un fleuve canalisé. L'écluse de Beaucaire est le premier barrage implanté sur le fleuve lorsque l'on remonte de la Méditerranée. C'est toujours très impressionnant et c'est beaucoup de stress. Il faut être très concentré. La manœuvre est facile quand le bateau arrive lentement, mais parfois il faut réagir vite et ça peut très vite se compliquer, surtout dans des écluses comme celle-ci qui sont assez colossales. Chaque fois que la porte s'ouvre, c'est un nouveau monde qui apparaît. Le paysage change très souvent. Même si le lieu est le même, la lumière, la saison, le courant, le vent, c'est toujours différent. Après 7 heures de navigation, la fin du voyage approche. Avignon est en vue, une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Arriver dans une ville comme celle-ci, avec le pont d'Avignon, la cité des papes, c'est tout simplement magique. Témoin majeur de l'histoire du Rhône, le pont Saint-Bénézé, couramment appelé pont d'Avignon, a été construit au XIIe siècle. Poste frontière entre le Royaume de France et la cité des papes, plusieurs fois emporté par les crues du Rhône et à chaque fois reconstruit, le pont d'Avignon est finalement laissé à l'abandon en 1668. Aujourd'hui, il ne reste plus que 4 arches. Un peu plus tard, une très belle surprise attend Natacha et Olivier. Une parade magnifique est venue les escorter. Le petit Julot. Des bateaux centenaires se sont rassemblés sur le Rhône. Ils sont venus célébrer les 150 ans du Vixit. Oh, le Mérillot! Et oui, ça c'est le Mérillot aussi. Et regarde, il y a Ravir qui arrive là-bas. Regarde. Tu vois le Ravir? Sur les berges, les bénévoles des associations attendent le cortège. Tout le monde s'est habillé en costume 19e pour rendre hommage à la naissance du Vixit. Il y a même les amis pilotes venus faire la fête avec leurs avions de voltige. C'est Benoît. Excellent. Ça, c'est des belles surprises. Ça, c'est tous les copains qui se mobilisent. Regarde, fais coucou, là il te voit. Tu le vois? T'as vu, Benoît, il fait de la fumée. Attends.
Regarde, regarde, regarde. Que des loupines. Oui. Le voyage est maintenant terminé. D'accord, très bien. Bienvenue à bord. Merci beaucoup de l'invitation. Bonjour. C'est beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion. C'est le partage, c'est faire plaisir, faire découvrir, voilà, et pouvoir associer en plus la tradition, c'est quelque chose de superbe. Sympa. Bravo, capitaine. À travers leur passion, Natacha et Olivier font revivre les traditions des mariniers du Rhône. Dans quelques mois, ils accueilleront à bord de leur péniche de nouveaux voyageurs pour leur faire découvrir ce fleuve mythique.